Robert Nagar, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Chroniques alexandrines. Alors, vos chroniques sont une série de courtes scènes que vous avez apparemment vécues, des scènes qui sont informatives et divertissantes sur la vie des Alexandrins. Certains ont lieu dans des endroits inattendus, tels que des bureaux administratifs, des tribunaux, ou des lieux assez peu fréquentés par les touristes habituellement. Comment sont nées vos chroniques alexandrines? Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée et qu'est-ce qui vous a amené à fréquenter, vous, ces lieux insolites? Merci pour la question. Eh bien, ma famille est originaire d'Alexandrie. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, mes ancêtres ont amassé une bonne fortune grâce au commerce, à l'exploitation et au commerce du coton, qui était à ce moment-là la seule richesse d'Égypte pratiquement. En 1956, le président Nasser a nationalisé le canal de Suez. Ceci n'a pas plu aux Anglais et aux Français qui détenaient la plupart des parts parce que le canal de Suez était une société de droit privé. Et donc, ils se sont ligués pour réapproprier le canal avec Israël qui voyait pratiquement tous les jours l'armée égyptienne grossir et être un danger pour le pays. Cette malencontreuse aventure a mal fini pour les Français, les Anglais et les Israéliens. Et à la suite de ça, Nasser a expulsé du pays tous les ressortissants français, anglais et tous les habitants de religion juive, dont la plupart étaient là depuis des siècles, ne parlaient que l'arabe et étaient totalement intégrés. Ces expulsions ont résulté en la séquestration des biens de toutes ces personnes et de toutes les sociétés françaises et anglaises. Résultat de l'histoire, tous nos biens familiaux ont été séquestrés. Alors, merci beaucoup pour cette petit point historique. Mais justement, qu'est-ce que ces événements ont à faire avec vos chroniques à vous? Ben voilà, à la mort de Nasser, le président Sadat a décidé d'extraire le pays des griffes de ce qu'était alors l'URSS et de rapprocher le pays du bloc de l'Ouest. Un préalable à tout cela, c'était de rendre leurs biens illégalement séquestrés à leurs propriétaires légaux, ou du moins de les dédommager d'une façon ou d'une autre. C'est ainsi qu'en 2003, je reçus un chèque pour 30 000 $. Ça m'est tombé sur la tête, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait, je ne connaissais pas la banque. Donc après question, il s'est révélé que c'était le résultat de 45 ans de loyer payés par les locataires de l'un de nos immeubles à Alexandrie. Quand j'ai quitté Alexandrie, j'étais jeune. Je ne savais absolument rien des propriétés familiales. Je n'avais pas le moindre titre de propriété. Et d'ailleurs, ayant fait ma vie ailleurs, j'avais mis un petit peu ce passé familial égyptien derrière moi. Et donc, j'avais tiré un trait sur cette histoire, mais je me suis dit que si on m'envoyait de l'argent, de loyer sur un immeuble, c'est que cet immeuble était à notre nom. S'il était à notre nom, ça valait peut-être la peine d'aller y voir de plus près. Et c'est comme ça qu'en 2003 commença ce que j'appelle mon épopée égyptienne, dont les chroniques alexandrines sont l'un des résultats. Vous êtes donc retourné au pays de vos ancêtres pour récupérer vos biens familiaux en quelque sorte. Oui, la question est très simple. L'affaire est plus compliquée que ça et au bout de 14 ans n'est toujours pas résolue. Pour entreprendre les démarches, il fallait bien que j'aille dans les administrations égyptiennes. Quand j'ai quitté l'Égypte, je parlais très mal l'arabe, car nous étions francophones en famille. Et donc, avoir affaire avec les autorités égyptiennes sans parler l'arabe, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. En son temps, on parlait français, anglais dans toutes les administrations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il me fallait réapprendre la langue, ce que j'ai fait avec des chauffeurs de taxi, dans des lieux publics et à toutes les opportunités qui se présentaient. Et ça a donné lieu à pas mal d'histoires cocasses d'ailleurs. À la suite de ça, évidemment, j'ai rendu visite au cadastre, aux tribunaux, et j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas. D'autre part, notre famille avait un village en Basse-Égypte,
et j'ai été rendre visite à ce village pour savoir un petit peu l'extension de nos propriétés qui était considérable. Et j'ai ainsi rencontré le maire du village, qui est un homme absolument charmant et qui m'a fait voir cette Égypte à travers les yeux du fellah, du paysan égyptien. C'était pour moi une découverte extraordinaire. Je n'avais jamais eu l'occasion ni vu ceci avec les yeux d'autrui, qui est vraiment très important et passionnant. Vous allez donc relativement souvent en Égypte? J'y vais 2 fois par an. Et la question qu'on me pose souvent, c'est: est-ce que tu n'as pas peur d'aller tout seul en Égypte? Peur d'aller en Égypte. Comment est-ce qu'on peut avoir peur d'aller en Égypte? C'est le peuple le plus hospitalier, le plus chaleureux, le plus aimable qui soit. Évidemment, ils ont des défauts qu'on découvrira au cours de lecture si c'est le cas. Mais ils ont en plus un sens de l'humour, du moins à Alexandrie, qui est considérable et qui leur permet d'affronter leurs difficultés journalières un petit peu avec le sourire. Sans ça, ce serait vraiment très dur pour eux. C'est très dur pour eux. Comme partout ailleurs, malheureusement chez nous aussi, il s'agit de ne pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et les mauvais endroits et les mauvais moments en Égypte ne sont guère plus fréquents, malheureusement, que chez nous. Voilà. Ce qui est vraiment important dans cette histoire, c'est la différence culturelle qu'il y a entre la vision européenne des choses, la vision française des choses, et la vision égyptienne. Et ceci donne parfois lieu à des scènes cocasses, donc je vous en raconte 2 rapidement, des scènes qui sont dans ce livre, dans les Chroniques alexandrines. J'avais rendez-vous avec un avocat important dans ce village. Ce village qui, quand nous avons quitté l'Égypte, comptait 3000 habitants et qui aujourd'hui est une ville de 120 000 habitants. Oui, les habitants, les Égyptiens sont très fertiles. Et donc j'ai rencontré le maire et il m'a indiqué le meilleur bureau d'avocat du village. Je me présente, on me fait attendre et puis on me dit de passer dans le bureau. Et dans ce bureau, j'ouvre la porte et je me trouve nez à nez avec un mouton. Et un mouton, c'est saisissant. Un mouton sur 4 pattes qui broutait sa luzerne, qui était très heureux. Et l'avocat qui me reçoit à bras ouverts et qui me dit: ah, mais attendez, monsieur, dans mon livre je m'appelle monsieur Habib, vous êtes de la famille? Oui, je suis. Ah, mais vous ressemblez à votre oncle comme 2 gouttes d'eau. Il me prend dans ses bras et puis on discute. La scène du mouton est tout à fait inattendue en Europe, elle ne se passerait pas, elle est tout à fait banale en Égypte, parce que à la veille du sacrifice d'Abraham, eh ben, on célèbre cette fête avec un mouton grillé. Et quoi de plus facile que d'avoir le mouton sous le nez? On sait ce qu'il mange, on sait qu'il est heureux, on sait qu'il est bien traité, et on se laisse les babines d'avance des petites côtelettes qu'on va pouvoir manger. Voilà, ça c'est un petit peu une différence culturelle qui est très amusante. La seconde scène, c'est je me trouvais dans un carrefour où le trafic était vraiment intense. Il y avait des voitures qui déballaient de tous les côtés. Vous savez, les chauffeurs égyptiens ne sont pas très disciplinés et il y avait un pauvre policier au milieu du carrefour qui sifflait dans son sifflet comme un malheureux et les gens lui passaient sur les pieds. Il n'avait pas à arrêter ce trafic. Alors un boutiquier généreux qui le voit souffrir sort de sa boutique en courant, arrive au milieu du carrefour, prend le sifflet en main et siffle, mais à un rythme effréné, et commence à danser comme un fou au milieu du carrefour. Alors évidemment, les chauffeurs en ont été tellement saisis qu'ils se sont arrêtés. Et le policier a repris sa place, et le boutiquier est rentré chez lui, et la vie a repris. Et voilà comment on résout les graves problèmes d'Alexandrie avec le sourire. Tout n'est pas drôle dans mes chroniques alexandrines. Il y a évidemment des moments pénibles et ça donne aussi une autre vision des choses de la vie alexandrine. Ce qui est vraiment important pour moi dans cette expérience, qui dure, je le répète, depuis 14 ans, c'est la perception de ce fossé culturel. Quand vous voyez les choses, vous allez en Égypte, d'ailleurs je conseille à tout le monde d'y aller, c'est un pays absolument extraordinaire. Vous voyez les choses dans un hôtel 4 étoiles ou de 5 étoiles où vous passez les vacances avec des yeux européens. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut voir ça avec les yeux d'Égypte. Et c'est ce que j'espère pouvoir faire avec ces chroniques alexandrines. Si quelqu'un va en Égypte et qu'il les a lues, j'assure qu'il va percevoir le monde égyptien d'une autre façon.
Ce peuple est très sympathique. Et on rencontre des gens qui parlent français, anglais, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Ça vous permet de sentir cette atmosphère, de vivre cette atmosphère égyptienne. Et c'est extrêmement enrichissant. Voilà. Alors, voilà, ben j'espère que je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que tout a été intéressant pour vous, que vous trouverez beaucoup de plaisir à lire les chroniques alexandrines, et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.